Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, le rendez-vous RH emploi de Bismart. Merci d'être avec nous, émission en direct du lundi au vendredi. Débat, analyse et expertise, et c'est tous les jours. Je suis très heureux de vous retrouver bien dans son job. Aujourd'hui, on s'intéresse à nos émotions, elles sont aux commandes. On va en parler avec Thierry Paulmier, auteur de Homo Emoticus, un spécialiste des émotions. On fera le point avec lui dans quelques instants. Dans Smart et Réglo, focus juridique, le port du voile. Que dit la loi sur le sujet? On fera le point avec un avocat dans quelques instants. La pause café, les 4 saisons, bah oui, c'est très connu, interprété par Fanny Griesmer. Plus sérieusement, on ne travaille pas de la même manière en été, en hiver et en fonction d'ailleurs de la température des bureaux. Elle va tout nous expliquer. Le cercle RH, notre débat, on s'intéresse au revenu universel. Jamais on en a autant parlé avec cette crise Covid notamment. Le sujet fait débat car tout le monde n'a pas la même définition de ce revenu universel. On fera le point avec des experts dans notre débat. Fenêtre sur l'emploi, une association, elle est d'ailleurs en action en ce moment même, qui incite les femmes, les jeunes femmes à devenir entrepreneuses. Voilà le programme aujourd'hui de Smart Job. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job. On parle beaucoup d'économie, on parle beaucoup de chiffres et de calculs, donc c'est la raison, mais on va parler d'émotions, là, tout de suite, avec notre invité Thierry Paulmier. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous avez un parcours intéressant. Avant de parler de votre livre Homo Emoticus, l'intelligence émotionnelle ou le service des managers, chez Diathéno, quand on lit la préface, alors il y a beaucoup de choses intéressantes, préface d'Anne Lauvergeon, qui dit tout le bien qu'elle pense de vous et de votre... Mais votre parcours est assez incroyable. Vous étiez un homme de raison, parti dans une filière assez classique finalement, puis tout d'un coup, hop, vous renversez la table, vous changez de mode de vie. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie ? Quel était le déclic ? Le déclic, ça a été, je crois, une insatisfaction progressive, à la fois intellectuelle et professionnelle. Intellectuelle sur les bases théoriques sur lesquelles je travaillais, puisque j'étais économiste. J'ai été économiste, j'ai fait un doctorat d'économie, puis j'ai été économiste dans une agence de l'ONU. Et je trouvais que le cadre théorique sur lequel on travaillait était insuffisant pour penser, notamment le développement, puisque c'était la question sur laquelle je travaillais, et pour comprendre les mentalités. Et donc, en fait, la rationalité économique, telle que l'Homo Emoticus l'a décrit, me semblait irréaliste. Et donc, déjà, il y avait cette insatisfaction-là, et il me semblait que l'irrationalité venait précisément des émotions, que les gens étaient irrationnels parce qu'ils étaient émotionnels. Et donc, si on pouvait on pouvait comprendre la raison dans les émotions et donc essayer de rendre les émotions intelligibles, on allait peut-être pouvoir étendre la compréhension du champ des comportements. Un décryptage finalement, une compréhension de soi-même, ce que vous dites dans les piliers, c'est d'abord se connaître soi-même, connaître ses émotions. Connaître ses émotions, voilà, savoir les nommer, comprendre les comportements qui en dérivent. Et justement, ça a été mon travail, c'était d'essayer de voir quels sont les comportements qui en dérivent, essayer d'établir un peu toutes les stratégies comportementales qui dérivent de ces émotions. Vous vous appuyez sur des théories que ceux qui nous regardent se disent, vous n'avez pas théorisé. Il y a déjà des théoriciens américains, notamment dans les années 90, qui ont bâti. Qu'est-ce qu'ils ont découvert ou qu'est-ce qu'ils ont mis en avant qu'on ne connaissait pas ? Alors, disons que ce qui a vraiment déclenché, je dirais, la ferveur pour les émotions, c'est évidemment le livre de Daniel Goleman, donc sur l'intelligence émotionnelle, et surtout sa thèse qui était que le quotient émotionnel était plus important pour réussir à la fois dans la vie, mais aussi pour être performant dans l'entreprise. Et donc, à partir de là, évidemment, tout un mouvement s'est développé de recherche. Donc, lui, il a seulement popularisé des travaux qui existaient déjà. Donc ça a été, je dirais, la prise de conscience que finalement, on ne pouvait pas uniquement se baser sur le QI et sur donc l'intelligence cognitive, mais qu'il fallait aussi prendre en compte l'intelligence émotionnelle des personnes pour comprendre à la fois leur comportement, mais aussi leur performance. Alors, Anne Lauvergeon, qui préface ce livre, qui a été la patronne d'Areva, qui est une personnalité importante du monde de l'entreprise, ce livre ouvre de nouvelles perspectives pour le management, la conduite des hommes et des femmes. Sans doute devrait-il être enseigné dans les écoles de management, non pas au titre d'un complément au hard skill, mais comme les programmes d'une soft skill susceptible d'humaniser les relations dans l'entreprise. Quand Anne Lauvergeon dit ça, elle a dirigé Areva, l'immense entreprise, ça veut dire qu'elle a fait le constat qu'il n'y avait plus d'humanité dans l'entreprise ? Oui, qu'il en manquait et qu'il fallait humaniser et qu'il fallait travailler davantage sur la qualité des relations humaines, qui était parfois négligée par rapport au management de projet, au management des objectifs, mais que
on négligeait peut-être la dimension relationnelle du management. Et c'est tout l'objet de ce livre, c'est d'attirer l'attention des managers sur la dimension relationnelle et comme vecteur à la fois de bien-être, de motivation et de performance. Ce qui est intéressant, et je ne l'ai pas dit, parce que vous avez ce parcours classique que vous avez décrit, puis j'ai lu qu'à chaque fois que vous vous engagiez vous preniez des cours de théâtre dans le pays où vous étiez. Alors j'ai vu que vous avez pris des cours de théâtre à New York. Oui. Il y avait aussi cette volonté de donner du sens, un autre sens au parcours d'une vie, qui peut être d'ailleurs un modèle pour ceux qui nous regardent, qui se disent mais j'aimerais bien me lancer dans une activité à côté. Ça vous a servi de quoi, de deuxième jambe? Oui, absolument de deuxième jambe et d'équilibre, parce que j'étais effectivement quelqu'un très cérébral. Et le théâtre m'a appris à m'incarner en fait et à vivre dans mon corps, à mieux ressentir et à savoir exprimer mes émotions, parce qu'au théâtre on doit exprimer ses émotions et on doit les partager aux autres. Donc c'est une mise à nu et c'est pour ça que le théâtre est à la fois utilisé évidemment comme un art mais aussi comme une thérapie. Il y a beaucoup de gens qui viennent dans des cours de théâtre pour se désinhiber. Donc effectivement le théâtre a ces vertus-là et notamment l'improvisation permet ce lâcher prise dont on a besoin tous dans sa vie courante. Et qui vous servent d'ailleurs aujourd'hui pour les conférences, pour tous les travaux que vous faites dans des écoles prestigieuses, l'école de guerre, pour la formation. Quand même, d'un point de vue concret, on doit vous la poser, la question. On vous dit, mais comment je fais concrètement? Comment je fais pour appliquer, là aussi, une théorie autour des émotions lorsque je suis dans l'entreprise? C'est quoi les conseils que vous donnez? Alors déjà, c'est de lister, je dirais, les différents vecteurs d'émotions. Donc vous avez le corps, vous avez la pensée, vous avez la parole et vous avez les actions. Et que donc sur soi-même, on peut travailler sur ces 4 vecteurs, mais quand on est en interaction avec les autres, c'est par sa parole et ses actes qu'on va pouvoir agir et créer des émotions. Après, la question, c'est de savoir quels sont les différents registres de parole et d'action qui peuvent susciter telle ou telle émotion. Et ce que j'essaye de cartographier dans ce livre, c'est les registres de parole qui suscitent la peur, qui suscitent l'envie, qui suscitent l'admiration, qui suscitent la gratitude, et les registres d'action qui suscitent ces 4 mêmes émotions. Ça marche pour l'entreprise, ça marche pour la politique, j'imagine aussi. Ça marche pour la politique, ça marche pour les relations interpersonnelles privées. J'ai très souvent des questions sur l'éducation, sur la vie de couple, alors qu'évidemment ce n'est pas mon domaine, mais tout de suite les gens transposent et voient que ah mais oui, mais ça m'aide aussi à comprendre mes rapports dans ma sphère privée. Donc un manager doit d'abord lire votre livre parce qu'à travers ce livre, il va quoi? Changer son comportement, changer ses mots, utiliser d'autres formules, aborder les problèmes différemment. Comment il va faire? Il va d'abord faire un diagnostic. Il va voir l'étendue des possibilités. Il va se rendre compte que peut-être effectivement il utilise l'intimidation, la menace, donc à la fois sur le verbal ou le non-verbal. Donc il va comprendre qu'il est dans le registre de la peur, enfin qu'il est potentiellement en train de créer des peurs autour de lui, ou qu'il est plus dans le registre de la séduction, de la récompense, et il suscite plutôt l'envie chez ses collaborateurs. Donc ça, il va pouvoir lister quels sont les instruments qu'il utilise en termes de parole et en termes d'action. Et puis il va peut-être découvrir aussi qu'il y a d'autres registres de la bienveillance, la douceur. La douceur, exactement. La douceur qui est donc qui a un joli mot et qui est une jolie vertu, je dirais. Dire les choses avec douceur, il y a beaucoup de proverbes et même de fables de La Fontaine qui disent qu'avec la douceur, on obtient beaucoup plus qu'avec la force. Excusez-moi, comment vous expliquez que finalement, au-delà de l'intérêt de ce livre, tout semble être du bon sens, la bienveillance, la douceur. Comment vous expliquez qu'il faille détricoter? Comment vous expliquez aujourd'hui qu'on ne soit pas dans la douceur, qu'on soit finalement dans la brutalité? Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que c'est les contraintes, je dirais, systémiques d'un système économique qui amènent à une concurrence effrénée, à accélérer, je dirais, toujours tous les processus. Et donc tout le monde a l'impression de ne pas avoir le temps, court toujours après la montre. Et donc, évidemment, il imagine qu'il n'a pas le temps de s'arrêter, de prendre du temps pour écouter ses collaborateurs, pour organiser des réunions plus de discussion, d'échange, et que donc ce travail-là, relationnel, il n'a pas le temps parce qu'il a des objectifs. Et donc c'est l'obsession des objectifs auxquels évidemment sont associés en général des récompenses, c'est-à-dire des bonus, des primes, etc. Donc évidemment il y a aussi cette logique-là, c'est-à-dire la gratification qui fait qu'on néglige les dimensions relationnelles et de travailler la qualité des relations qu'on a avec ses collaborateurs. Si on a le temps, je voudrais qu'on vous montre ce schéma, vous le connaissez bien parce qu'il est contenu dans votre livre qui est la conduite du changement avec une espèce d'étoile des vents, des 4 points cardinaux. Décrivez-nous ce schéma structurant. Alors ce schéma structurant, en fait, il est censé, je dirais, résumer la condition humaine en quelque sorte, c'est-à-dire quelles sont les 4 grandes expériences de vie que nous avons tous. C'est évidemment la mort, l'amour, la limite et la beauté. Et qu'est-ce qui les signale? Ce sont ces phénomènes-là, c'est-à-dire que quand vous ressentez le danger,
évidemment, la mort est peut-être pas loin. Et évidemment, comment vous en prenez conscience, c'est que vous avez peur. Idem, quand vous ressentez un obstacle, quelqu'un, par exemple, vous avez le droit à un bonus et pas moi, eh ben, je vois ma limite. Et je commence à être envieux. Voyez, donc les obstacles. Ça dégage des mauvais sentiments. Et ça dégage des mauvais sentiments, évidemment. Ça va créer de l'hostilité, de la rivalité, de la division. Idem, quand je vois toute forme de perfection, parce qu'elles peuvent être naturelles, mais elles peuvent être votre éloquence, votre costume, n'importe quoi, n'importe quelle qualité, n'importe quelle perfection peut susciter de l'admiration et me renvoie effectivement à une expérience de beauté. Et enfin, évidemment, le don est ce qui signale l'existence de l'amour, parce que plus vous me faites des dons, et plus je me sens aimé. Et on juge, on mesure l'amour à l'aune des dons que l'on reçoit. Et les dons, ça peut être un regard, un sourire, une parole, un service rendu, un cadeau, évidemment. Et donc, tous ces dons, et à chaque don, effectivement, donc un bien gratuit reçu sans contrepartie de quelqu'un, je ressens de la gratitude. Et je me sens de plus en plus aimé, affilié. Ça va être un choc avant de nous quitter pour tous les managers que vous croisez, les dirigeants d'entreprise, ceux qui destinent, qui emmènent des entreprises, des groupes parfois. Oui. Comment ils reçoivent ces messages-là ? C'est un choc. Alors, ça dépend dans quel secteur et dans quel domaine. Dans certains secteurs, évidemment, ils ont l'impression que c'est le monde des bisounours, l'admiration, l'admiration, donc c'est l'exemplarité, la douceur, parce qu'effectivement, c'est pas leur réalité entrepreneuriale. Mais malgré tout, quand on creuse un peu, ils se rendent compte que oui, finalement, on préférait avoir quand même des relations harmonieuses, des relations effectivement fondées sur la confiance, fondées sur le respect mutuel, et que finalement, et là, beaucoup d'études le montrent en neurosciences depuis maintenant 25-30 ans, un cerveau sous stress travaille moins bien, il est moins productif, moins créatif, évidemment, moins coopératif, moins résilient. Et donc, si vous créez les conditions où les gens se sentent bien traités, se sentent importants, se sentent valorisés, évidemment, vous allez améliorer la productivité, la coopérativité et la créativité. Lisez Homo Emoticus, c'est un travail incroyable que vous avez, de compilation, de réflexion et de vos expériences aussi, Thierry Paulmier, avec une préface d'Anne Lauvergeon chez Diathéno, qui est votre éditeur. Merci d'avoir fait un détour pour nous parler de jolies petites choses. Et c'est pas le monde des bisounours, voilà. On est meilleur quand on peut donner. Absolument. Parce qu'on reçoit forcément, j'imagine. Oui, absolument. Et on a envie quand on reçoit, on a envie de donner. Ça, c'est la dynamique vertueuse du don. Voilà, le cercle vertueux du don. Merci d'être venu sur notre plateau. On fait un point droit, parce que c'est Smart et Réglo, c'est notre rubrique chaque jour. On revient à un sujet qui est dans l'actualité, qui est la question du port du voile. Que dit la loi ? On fait le point avec un avocat et c'est tout de suite. Smart et Réglo, on fait un focus juridique aujourd'hui sur le port du voile. Alors, on a parlé des signes religieux il y a quelques semaines. Là, on va faire vraiment un focus sur cette question du port du voile avec Étienne Pujol. Bonjour Étienne. Bonjour Arnaud. Très heureux de vous retrouver, avocat associé en droit social au cabinet Beryl Law. Sous quelles conditions, d'abord, rentrons dans le sujet, parce qu'il y a eu pas mal de rapports parlementaires sur, pour le dire simplement, une montée d'une forme d'islamisme prosélyte au sein d'entreprises publiques notamment, je pense à la RATP. Quelles sont les conditions du port du voile et à quelles conditions il peut être interdit ? En fait, ça touche à la liberté d'une part vestimentaire et d'autre part à la liberté de croyance. Ce sont des vertus cardinales, c'est reconnu par les traités internationaux, les traités européens, la Constitution française. Et donc, il y a un paramètre de liberté quelque part. Mais à l'intérieur de cela, il y a, comme vous le soulignez, la question du prosélytisme. Et donc, les restrictions qui sont apportées à ces libertés-là doivent être proportionnées et poursuivre un but légitime. Donc, ce sont Ça veut dire quoi, ça ? Voilà, exactement. Ouais. C'est une notion qui peut paraître abstraite. En fait, c'est transcrit dans le droit français. On appelle ça la clause de neutralité. C'est-à-dire qu'une entreprise peut imposer à ses salariés une neutralité à la fois religieuse, mais aussi philosophique et politique. Et donc vestimentaire. Et quand certains pensent qu'une tenue vestimentaire est un signe dit ostentatoire de conviction religieuse, eh bien, elles peuvent l'interdire. Ça concerne aussi bien, ça s'est passé en Angleterre, une croix orthodoxe, par exemple, présentée de manière très ostentatoire, mais ça concerne aussi, au premier rang, en ce moment, la question du port du voile, et notamment au contact avec le public. Mais juste une question de droit. Là, je me tourne vers l'avocat. On a des débats philosophiques avec des historiens sur le signe ostentatoire. Est-ce qu'il est recensé dans le Code civil, dans le Code du travail ? Est-ce que cette question du signe ostentatoire existe
Non, Eh oui. ça n'existe pas. Alors il y a une affaire qui est en cours là devant la Cour de justice de l'Union européenne où l'avocat général a procédé à une distinction entre les signes non visibles et les signes visibles. Mais effectivement, la frontière est floue et d'ailleurs lui-même le dit dans ses conclusions du 28 février dernier. C'est une notion qui doit être appréhendée au cas par cas, bien entendu. La loi a évolué sur cette question du port du voile. C'est l'évolution de la loi dont vous faites référence, qui n'évolue pas vraiment pour l'instant. La loi n'a pas évolué depuis 2016. En fait, la question de la clause de neutralité, donc, qui doit être mise dans un règlement intérieur, donc pour être opposable, ce qu'on dit opposable, c'est-à-dire qu'elle puisse être imposée aux salariés, ça remonte à une loi de août 2016. En revanche, la loi se garde bien de rentrer dans trop de détails. Là, on voit que le sujet est assez épidermique quand même. Qu'est-ce que doit faire, qu'est-ce que peut faire l'entreprise ? Alors l'entreprise, si elle veut appliquer ces clauses dites de neutralité, elle doit les insérer dans le document qui s'appelle le règlement intérieur. Donc c'est un document, une sorte de charte qui s'applique au niveau de toute l'entreprise, qui doit être mise en place par négociation et discussion avec les partenaires sociaux, et puis après faire œuvre de publicité pour qu'elle puisse être imposée comme cela. Et à l'intérieur de cette clause, il faut indiquer de quoi on parle, c'est-à-dire dire bien qu'il s'agit de neutralité. Typiquement dans un exemple là d'une décision de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 14 avril dernier, cette clause n'existait pas, mais l'employeur disait mais je l'applique cette clause de neutralité et notamment j'ai un problème de ressenti vis-à-vis de ma clientèle. Or, c'est quelque chose qui est éminemment subjectif. Le ressenti vis-à-vis de la clientèle, c'est quelque chose qui n'est pas une condition objective. Donc ça donne raison aux salariés, là. Oui, le licenciement a été annulé. C'est une salariée qui est au retour de congé maternité, elle était conseillère de vente, elle est revenue avec un voile qui couvrait ses cheveux et ses oreilles, et elle a été licenciée, et l'employeur a été condamné. Le licenciement a été reconnu comme nul, aussi bien en première instance qu'en cour d'appel, que devant la Cour de cassation, donc en avril dernier. Parce que cet employeur, pour être précis, n'avait pas stipulé dans son règlement intérieur cette règle d'opposabilité. Exactement. Alors il se prévalait devant la Cour de cassation de différents moyens, et notamment de dire cette question de subjectivité vis-à-vis de la clientèle, mais il n'avait pas mis dans le règlement intérieur, et la Chambre sociale a été assez rigoureuse là-dessus pour dire non, pour que ce soit valable, il faut que ce soit dans le règlement intérieur. Donc ça, il faut être très vigilant, il faut que ça soit bien la rédiger stipulé. aussi, parce qu'il faut bien expliquer les raisons aussi pour lesquelles, et c'est pour ça que les raisons pour lesquelles ce n'est pas en place, et c'est aussi pour ça que ça doit être le fruit d'un dialogue social. Il ne faut pas que ce soit juste quelque chose qui soit imposé par l'employeur. Il faut vraiment que ce soit le fruit d'un dialogue social pour bien indiquer les raisons pour lesquelles on veut être neutre politiquement, religieusement et philosophiquement. Vous avez soulevé la question fondamentale. Il y a ce signe ostentatoire qui n'est pas défini d'ailleurs dans la loi. Est-ce qu'on doit le restreindre uniquement à la question de la clientèle, de la relation à la clientèle ? C'est l'argument utilisé par l'entreprise qui dit « je veux que les salariés, les gens qui sont en relation clientèle, soient neutres ». Ça se limite à ça ou on peut aller plus loin ? On peut aller plus loin en disant que ça doit s'appliquer à toute l'entreprise, mais ça peut aussi être une condition vis-à-vis de la clientèle. Mais il est assez difficile de faire la distinction entre une neutralité vis-à-vis de la clientèle pour ne pas heurter soi-disant les clients et ceux qui sont plutôt en arrière-garde et qui ne le sont pas. Il vaut mieux une politique de neutralité qui s'applique à l'ensemble de l'entreprise. Comme ça, on n'a pas à rentrer dans la subjectivité des attentes de la clientèle qui, pour le coup, sont sanctionnables. Est-ce que vous pensez, avant de nous quitter, qu'il faille faire avancer la loi ? Est-ce que c'est la jurisprudence ? Est-ce que l'affaire dont vous parliez, cette Cour européenne, peut faire avancer la loi ? Et dans quel sens ? Est-ce qu'on va aller vers plus de restrictions ou est-ce qu'on doit aller finalement vers une forme plus anglo-saxonne des modèles ? Alors assez paradoxalement, la Cour de justice de l'Union européenne est un peu plus ouverte pour les droits de l'employeur, de l'entreprise, par rapport à la Cour de cassation qui est un peu plus restrictive. C'est aussi paradoxal. aussi curieux que ça puisse paraître. Très sincèrement. Oui, tout à fait. Et en fait, si vous renvoyez aux conclusions de l'avocat général, en fait, il met sur le devant la liberté de l'entrepreneur d'imposer cette neutralité. Et donc, la Chambre sociale de la Cour de cassation pourrait, le cas échéant, être amenée à évoluer sur ce point-là dans un sens plus libéral pour les entreprises. Et donc plus difficile pour le salarié d'imposer un signe ostentatoire, quel qu'il soit. Exactement, de croyance religieuse ou de conviction religieuse. Oui, parce que le signe ostentatoire est considéré comme un élément de propagande religieuse. C'est de ça dont il est question. Je tiens à appuyer ce point-là. Même si on parle beaucoup du voile, ça ne concerne pas que le voile. Je vous dis, on a un arrêt sur le port d'une croix orthodoxe. Il y a d'autres signes ostentatoires de conviction religieuse. La kippa en fait partie aussi. Le port de la kippa est un sujet aussi sensible.
Merci Étienne Pujol de nous avoir éclairé. N'oubliez pas d'aller voir un avocat, en tout cas pour inscrire dans votre règlement intérieur qu'il faut soumettre aux salariés, évidemment, lors d'une embauche. Exactement, il faut montrer que le salarié en a eu connaissance. Ça, c'est très important au moment de la négociation, en tout cas de l'entretien d'embauche. N'oubliez pas de préciser ces points qui peuvent être sensibles par rapport aux salariés. Merci Étienne Pujol d'être venu sur le plateau. Je sais qu'on va se revoir bientôt. Merci, on va se revoir. Voilà, Étienne Pujol. Sur le règlement intérieur d'ailleurs. Voilà, et sur le règlement intérieur. Il sait tout, Étienne Pujol, il a déjà tout le planning. Merci Étienne. On fait pas une pause, on enchaîne évidemment par les 4 saisons. Ça vous dit quelque chose, les 4 saisons? Vivaldi. Non, ça sera Fanny Griesmer aujourd'hui. C'est les 4 saisons de Fanny Griesmer. Vous allez voir, elle va tout nous expliquer. Fanny Griesmer. Bonjour, ravi de vous retrouver. Vous avez changé de place. Eh oui. Ravi de vous revoir. Un petit mot. 4 saisons, c'était une manière de vous annoncer les 4 saisons Vivaldi, mais c'est intéressant, c'est la relation aux saisons, parce que vous allez nous parler de cela. Et autant qu'il fait. Et oui, la météo, aujourd'hui, il fait beau. Alors, aujourd'hui, dans le nord, moitié nord, moitié sud. Moitié sud, il pleut. Des nuages, quelques averses, notamment dans le sud-ouest. Ouais. Ça ira mieux demain, non, pas forcément. Enfin, la fin de la semaine. Un petit point météo à l'intérieur de Smart Job, pourquoi pas. Donc, il y a un rapport entre la météo, les saisons. Une influence considérable. En fait, la météo, c'est pas uniquement comment vous allez vous habiller le lendemain pour aller travailler, s'il va falloir sortir ou non le parapluie. Ce n'est pas non plus un indicateur si vous allez pouvoir sortir, notamment le week-end. Non, la météo s'invite aussi au bureau. Déjà, c'est le sujet de prédilection à la machine à café. Selon une enquête menée par Lavazza en 2018, la météo est le premier sujet évoqué lors de la pause café. Donc on a la météo devant les vacances et le foot. C'est très encourageant tout ça. Eh oui, parler de la pluie et du beau temps. Non. Bon, alors c'est un peu parler pour ne rien dire, on ne va pas se le cacher. A priori, vos collègues ont mis le nez dehors le matin avant d'aller travailler. Peut-être jeter un coup d'œil par la fenêtre si vous êtes en télétravail. Ils se sont aussi renseignés pour la tendance des jours à venir. Alors pourquoi refaire le bulletin météo avec vos collègues, agrémenté bien sûr de quelques commentaires? Eh bien parce que c'est un sujet facile, c'est concret, c'est consensuel et ça concerne absolument tout le monde. Ce sont aussi des petits mots qui permettent d'éviter comme ça les sujets gênants, les sujets sensibles. On sort de réunion, on parle de météo. C'est ce qu'on appelle le small talk. Alors on l'a tous connu, ce moment gênant. Vous croisez votre boss, votre manager, un client que vous ne connaissez pas bien ou un collègue avec qui vous n'avez pas forcément d'atome crochu. Alors le sujet météo, c'est un sujet banal, oui, un petit peu plat, je vous le concède, mais c'est le sujet parfait pour entamer une conversation, rompre la glace et briser la glace plutôt et rompre n'importe quel silence qui s'éternise sans risquer le moindre faux pas. Ça peut être aussi un tremplin idéal comme ça. Voilà, vous amorcez sur la météo, le temps de prendre la température, et puis après vous bifurquez sur un sujet peut-être un petit peu plus personnel, une conversation plus élaborée, par exemple les vacances, sujet de sortie, et là c'est un petit peu plus intéressant. Alors, la météo influence notre manière de travailler. Ça, c'est incroyable. Alors, ce qu'on sait déjà, c'est que la météo joue sur notre humeur. C'est un petit peu comme si notre météo intérieure était le reflet de la couleur du ciel. Baromètre. Météo sensible, vous connaissez peut-être le terme. Globalement, dès que vous avez un petit rayon de soleil, ça vous met en joie. Mais le soleil, s'il a une mainmise sur notre morale, on peut se dire que logiquement, il a également une influence sur notre manière de travailler. Alors, en fait, il y a assez peu d'études sur le sujet, peu d'études sérieuses et scientifiques sur les liens entre le climat et la façon dont les personnes avaient envie ou non de travailler, sur leur productivité et sur leur motivation. Et pourtant, cela n'a rien d'anodin. C'est ce qui a d'ailleurs poussé des scientifiques allemands à se pencher récemment sur la question. Une étude pour tester l'hypothèse entre la météo matinale et l'humeur, le bien-être des employés au quotidien. Alors pour la petite histoire, l'idée de cette étude serait venue lors d'une réunion matinale qui avait lieu un jour de mauvais temps. Et en fait, tout le monde parlait de la météo, tout le monde était lent, donc pas vraiment décidé à travailler. Ce qu'il en ressort, c'est que plus le temps est ensoleillé le matin, plus les employés se sentent en forme, plein d'énergie, sont satisfaits de leur travail. Et à l'inverse, quand le temps est maussade, c'est plus de fatigue et aussi plus de frustration en fin de journée. Autre enseignement, des indicateurs de mal-être tels que l'épuisement professionnel, le stress, pas du tout affectés par la météo.
globalement, pour faire simple, si vous êtes au bout du rouleau et que vous êtes très stressé, c'est pas le petit rayon de soleil qui va vous aider à aller mieux. Les effets du temps sont capricieux quand même. Alors, on pourrait penser qu'il fait froid, on n'est pas en forme. C'est le contraire. Le froid a des vertus. Vivifie. Et oui, selon les médecins et les psychologues, des températures basses permettraient de réduire notre mauvaise humeur, la déprime, la fatigue, et plus encore d'accroître et de favoriser notre capacité à entretenir nos relations sociales d'abord. Parce qu'en hiver et quand il fait froid, globalement, on dort un petit peu plus. Et aussi parce que le froid aide à se concentrer. D'ailleurs, aux États-Unis, de nombreux chefs d'entreprise se sont inspirés de ces résultats et ont une nouvelle lubie. Ils essayent de programmer et de trouver la température idéale pour bien faire travailler leurs employés. Température estimée à 20 degrés quand il y a des bureaux où les employés sont sédentaires, ne bougent pas, sont derrière l'écran de leur ordinateur, sont coupés des autres aussi. 17 degrés dans les salles de réunion où là il y a un petit peu plus de monde et puis on a tendance à s'échauffer, surtout s'il y a des débats. À l'inverse, la chaleur. La chaleur et l'après-repas chaleur. Et on pourrait penser que c'est un gage d'harmonie, de bien-être et de générosité. Eh bien, pas du tout. Ramolila. Par forte chaleur, notre cerveau a tendance à fonctionner au ralenti, ce qui nous rendrait non seulement moins efficaces, plus fatigués, plus nerveux, voire même méchants. Et oui, une altération de l'humeur qui est liée, selon certains médecins, à la déshydratation. Ils ont en fait observé des personnes qui ont l'habitude de travailler à l'extérieur, comme des cantonniers, des agriculteurs, des personnes qui travaillent dans le bâtiment. Et en fait, ils se sont aperçus qu'ils étaient plus irritables et qu'il y avait davantage d'accrochages verbaux en ces périodes-là. Phénomène également observé sur les vendeurs. Donc pour faire simple, température excessive, ça nous énerve, ça nous coupe tous les élans qu'on peut avoir pour aller vers l'autre. Donc l'idéal, c'est un petit peu d'avoir un temps froid et bien ensoleillé. Sinon, du soleil et une climatisation plutôt savamment réglée. Donc vous bossez à la montagne, là vous êtes sûr d'être à peu près bien. Par contre, c'est compliqué de travailler sur... Après, sur l'envie de travailler, c'est un petit peu paradoxal. Il fait beau. Vous me dites, j'ai envie de me prélasser au soleil. Mais il fait beau, j'ai aussi plus de tonus, je suis plus à même de produire. Ça donne la pêche, c'est le cas d'aujourd'hui. Il y avait un beau soleil dans Paris. On fera un petit point météo demain avec vous, Fanny. Bien sûr, avec plaisir. On a fait les 4 saisons. En tout cas, on fait une courte pause. On s'intéresse dans notre débat au revenu universel. Alors, il a plein de noms. Revenu de base, revenu universel. Il y a autant de noms d'ailleurs presque de partis politiques. Chacun s'est emparé de ce sujet à l'aune de cette crise Covid. Mais le sujet, évidemment, a démarré il y a déjà quelques années, pour ne pas dire quelques décennies. Revenu universel, pour qui, combien? On fait le point avec nos invités. On fait une pause. Revenez avec nous juste après. Le revenu universel, c'est un sujet sensible qui a fait son retour dans l'actualité d'ailleurs depuis quelques mois maintenant avec cette crise Covid, avec, vous avez vu, ces salariés, ces jeunes qui étaient en galère, qui n'avaient pas de revenus, qui étaient parfois qui avaient des petits boulots et qui ne pouvaient pas les avoir. Qu'est-ce que c'est exactement ce revenu universel? On se souvient de Benoît Hamon, parce que ça avait suscité quand même, ça avait cristallisé une partie de la campagne présidentielle. C'était un de ses éléments de campagne, Benoît Hamon, où il avait fait moins de 7% à la présidentielle, mais il avait soulevé le débat du revenu universel qui date... qui remontait bien avant Benoît Hamon. Mais qu'est-ce que c'est donc que ce revenu universel? Pour qui? Quel est le montant? Faut-il supprimer les aides sociales à côté pour se concentrer sur ce revenu? Il y a une multitude de sujets. Et puis on parlera aussi des syndicats, des partenaires sociaux, la CGT en ligne, qui est vent debout, entre guillemets, contre ces revenus universels parce qu'elle considère que c'est déconnecter bien un salaire au travail. Et donc c'est une petite révolution finalement qui s'installe. On fait le point avec mes invités. Ils sont des spécialistes de ce sujet, portent cette question. Ludovic Mendes, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Député de la Moselle, de La République En Marche. Faites partie de ces 14 députés, c'est ça? Je ne dis pas de bêtises. Oui, 14, oui, pour le courrier. Pour le courrier envoyé à Jean Castex sur le revenu universel. Et vous avez profité de cette crise Covid pour dire, regardez la réalité de ces jeunes. On va en parler avec vous dans quelques instants et savoir quelle définition vous donnez exactement à ce revenu universel. Frédéric Douai, merci d'être là. Bonjour. Professeur de droit fiscal à
à l'université de Rouen. Alors, on vous écoutera dans quelques instants. Vous avez un livre, d'ailleurs, j'aimerais qu'on le présente peut-être. Je ne sais pas si on a réussi à mettre la couverture. L'anti-manuel de psychologie fiscale. Voilà, l'anti-manuel de psychologie fiscale. Il est là, votre livre. Voilà. Il vient de sortir, hein ? Oui, au printemps dernier. Au printemps chez dernier. Édition. C'est quoi un anti-manuel de psychologie fiscale juste en amont. Ça aide à décrypter la fiscalité, à expliquer tout ce qu'on n'explique pas habituellement. C'est ça. Les techniques de double imposition, l'impôt qui ne se voit pas, etc., les hausses d'impôts rampantes, tout un tas de techniques qui sont maîtrisées par un certain nombre d'experts, mais qui ne sont pas connues encore pour l'instant trop du grand public. Et qui sautent au visage du contribuable quand il découvre des choses comme ça qu'il n'avait pas imaginées, parce que c'est de ça dont il est question. Et puis avec nous, Philippe Van Parijs, vous êtes avec nous en Skype, en visio, philosophe, économiste, auteur de Pour ou contre le revenu universel aux éditions PUF, avec votre belle bibliothèque derrière vous. Merci à vous trois. Ça, c'est votre livre. D'abord, commençons par Ludovic Mendes et Frédéric Douai, puis je donnerai la parole à Philippe Van Parijs. Mais il y a eu, pour chaque parti politique, commençons parce que vous incarnez La République En Marche, une définition de son revenu universel. Quelle est votre définition? Quelle est votre philosophie? Parce que c'est presque une philosophie, le revenu universel. Je pense que j'aurai la mienne, mais elle ne sera peut-être pas partagée par l'ensemble non plus du groupe parlementaire. Non, mais c'est un peu le fameux revenu de base, on pourrait appeler revenu solidaire, en fait, universel solidaire, qui permettrait de repenser le système social français. Et en même temps, la fiscalité, parce que je pense que notre fiscalité est très complexe et qu'il faut. On parle tout le temps de simplification, simplifions le système social, simplifions le système fiscal, et je pense qu'on va trouver des solutions beaucoup plus simples aujourd'hui et revaloriser le travail. C'est-à-dire que pour autant, même si on donne pas, même si on apporte ce revenu de base, ça n'empêche pas de revaloriser le travail avec justement ces charges sociales, du moins ces cotisations sociales et patronales que nous allons chercher pour financer le système social. On peut peut-être se servir du grand capitalisme, comme on dit, de toutes ces transactions financières que nous faisons au quotidien, hein, carte bleue, chèque, virement. Pour en prendre une petite partie. Pour en prendre une partie et financer un système solidaire. Je rappelle que tout le monde ne travaille pas avec une fiche de paye. C'est vrai. Donc automatiquement, les cotisations ne sont pas les mêmes, les risques ne sont pas les mêmes, et on pourrait simplifier notre système social qui est devenu presque incompréhensible. Frédéric Douai, je vous donne la parole, mais votre cible, puisqu'il y a déjà un débat sur la notion d'universalité. Universel, ça veut dire que de 18 à 77 ans, on touche ce revenu. Certains disent non. Il faut le donner à ces jeunes de 18-25. Quel est votre regard sur cette question? Alors, à titre personnel, si on peut faire simple, je pense que, par exemple, il faudrait une allocation pour enfant qui soit le même montant à chaque fois. Il faudrait qu'on puisse donner ce revenu de 18 ans jusqu'à la fin de vie. Mais en faisant un calcul, de dire que les personnes qui ont les moyens financiers de vivre sans ce revenu, ou qui n'en veulent pas, de dire, bon, OK, vous ne le prenez pas, on vous le déduit des impôts, par exemple. On peut faire énormément de choses. Je pense que le débat est très large. Donc, et il suffit juste de le poser et pourrait trouver la meilleure avoir solution. Bernard Arnault, qui est une des grandes fortunes françaises, avec votre modèle, pourrait bénéficier de ce revenu Et universel. il pourrait dire, bah, j'en ai pas besoin, donc déduisez-les-moi des impôts. C'est une chose qu'on pourrait repenser. Il faudrait simplifier. Automaticité du revenu universel pour l'ensemble des citoyens. Et pour les jeunes, on peut aller plus loin avec un revenu, j'allais dire un capital émancipation dès 18 ans, et ils en font ce qu'ils veulent en complément de ce revenu complémentaire. Ce qui permet d'éviter justement le système de bourse, les APL, tout un système complémentaire qui aide aujourd'hui au quotidien, mais qui est bien complexe. Ludovic Mendes, vous ouvrez le débat parce que quand on dit revenu universel, tout le monde est à peu près d'accord. Tout le monde se dit oui, il faut trouver une formule pour aller chercher ceux qui sont vraiment dans des poches de pauvreté et leur permettre de vivre et de grandir. La question est posée sur le panel de toutes ces aides, de ce maquis, certains parlent de maquis. Quel est votre regard? Ce revenu universel, il doit être en complément où on remet tout à plat et on réinvente notre modèle social? Il faut tout remettre à plat. C'est ça. Tout remettre à plat, et je suis sur la même longueur d'onde que vous là-dessus. Le seul problème, c'est que cette remise à plat, c'est un travail titanesque et à mon sens, c'est un travail qui dépasse le temps d'un quinquennat. Mais c'est quand même une question dont on ne va pas pouvoir faire l'économie. À plat, ça veut dire qu'on met les APL, toutes ces aides, les bourses, tout ce système qui est très complexe, on remet tout à plat. On remet tout à plat, tout cumulé, et y compris le système fiscal. Parce que tout cumulé, d'après les chiffres que j'ai vus, ça représente quand même 740 milliards d'euros par an. C'est-à-dire que là, on cumule les aides sociales, les De aides distribution, familiales. on est d'accord. Hein. Oui, et plus tous les avantages qui existent en matière d'IR, caution conjugale, caution familiale, réduction d'impôts diverses et variées. Donc il faut tout remettre à plat. Le seul problème, c'est que le temps d'un quinquennat, comme je le disais, c'est 5 ans. Et à mon sens, c'est trop court pour tout remettre à plat. Mais sur le principe du revenu universel, vous, le fiscaliste, et je vais me tourner vers un philosophe, vous pensez que c'est un levier utile pour permettre une forme d'émancipation d'une partie de la population qui se trouve en difficulté? Ça a surtout le mérite de la lisibilité. Parce qu'actuellement, quand on regarde les études, on s'aperçoit qu'il y a un certain nombre de personnes qui potentiellement sont éligibles, mais qui ignorent qu'elles sont éligibles, donc qui ne réclament pas
les aides auxquelles elles ont droit. Et puis on a d'autres personnes qui sont juste effrayées par la complexité de certaines démarches administratives et qui, pour cette raison, ne demandent pas non plus les aides auxquelles elles peuvent prétendre. D'accord. Donc ça, c'est une vraie difficulté. Juste, monsieur le philosophe, et vous êtes économiste, je précise aussi, parce que je ne veux pas vous enfermer dans la petite boîte du philosophe, mais sur le plan philosophique, il y a un débat technique, on vient de l'entendre, il y a un débat technique, il y a un débat social, puis il y a un débat philosophique. On déconnecte le travail des revenus. Qu'est-ce que vous en pensez, l'économiste et le philosophe? C'est quand même, c'est pas rien comme révolution. C'est d'ailleurs pour ça que les syndicats sont, je pense à la CGT, très hostiles à ce type de mesures. Oui, on le déconnecte, mais on le déconnecte que partiellement. Donc le revenu universel, donc ce qu'on appelle dans le débat international le basic income, c'est un revenu qui est inconditionnel en trois sens, et trois sens qui le distinguent d'un dispositif comme le RSA. Un, il est strictement individuel, donc même montant pour chacun, indépendamment de la situation familiale. Deux, il est universel au sens où il est effectivement donné aux plus riches comme aux plus pauvres. Et troisièmement, il est aussi inconditionnel au sens où il n'est pas lié à une obligation de travail. Mais il s'agit là seulement d'un revenu socle qui jouit effectivement des différents avantages qui viennent d'être mentionnés. Donc il n'y a pas de trappe de la pauvreté, il n'y a pas de problème du taux de non-recours, etc. Mais c'est un revenu socle qui sera bien sûr complété par des revenus du travail, par des revenus de l'épargne, mais sera également complété par des compléments d'assurance sociale, c'est-à-dire des pensions de retraite, des allocations de chômage, qui sont liés aux revenus antérieurs et qui, bien sûr, doivent être recalibrés du fait de l'existence de ce socle, mais qui, néanmoins, resteront soumises alors aux mêmes conditions qu'aujourd'hui. Et il faudra également concevoir, parce que ce revenu devra rester modeste, des compléments d'assistance sociale pour des personnes qui ont des besoins particuliers, personnes vivant seules dans des endroits où le logement coûte très cher, des personnes ayant des problèmes de handicap, etc. Donc il y aura des compléments d'assistance sociale. Donc ce ne sera pas la grande simplification, ce sera une simplification considérable qui doit aider l'ensemble de l'État-providence français comme de tous les autres États-providence du monde où cette proposition est également discutée, qui devrait les aider à mieux fonctionner qu'aujourd'hui. Philippe Van Parijs, juste je redonne la parole. Là, on est déjà dans le débat, on est rentré dans le débat, parce qu'on voit déjà des petites nuances. Vous êtes sur la mise à plat totale, une refondation. Moi, j'entends un économiste et un philosophe qui dit attention, non, on garde notre modèle et on sera dans du complément, c'est-à-dire qu'on garde ce revenu, mais viendra se compléter d'autres revenus, d'autres aides sociales. Moi, j'ai entendu j'ai lu le président Macron qui, lors d'un déplacement, c'était il y a un an, donc ça date un peu avant le Covid, avait évoqué l'idée que ce revenu, il y était plutôt favorable, mais attention, il était conditionné à l'idée que la personne qui bénéficiait de ce revenu ne devait pas refuser plus de 2 propositions d'emploi. Et là, j'entends déjà un économiste qui dit, attendez, tout ça doit être déconnecté, c'est pas lié à la reprise d'un emploi. Quelle est votre position? Parce que là, on entend un économiste qui nous dit, c'est un élément en plus des revenus que l'on va avoir. Certains considèrent que ce revenu universel, c'est la seule chose dont pourrait bénéficier l'allocataire. Quel est votre regard là sur cette question? Je ne pense pas qu'on puisse vivre qu'avec juste ce montant, parce que oui, on parle de revenus socle, revenus base. Alors, ça à 500, entre 500 et 600 euros globalement. On est d'accord. Ça n'empêche pas de travailler. Au contraire, ça peut permettre justement de développer de nouveaux métiers. Puis je rappelle qu'il y a des métiers qui sont en tension aujourd'hui et qui risquent de disparaître incessamment sous peu. Souvent des métiers très peu qualifiés avec des revenus très faible. Donc ça permet aussi de permettre peut-être des transitions complémentaires. On cumule avec le revenu. La CGT dit c'est pas bien de faire ça, parce que ça évite à l'entreprise de payer. Peut-être parce qu'elle fera moins de manifestations, mais je ne sais pas. Mais l'entreprise va continuer à payer, en fait. Les salaires, on a un salaire minimal en France. L'entreprise n'a pas d'intérêt de baisser les salaires, parce qu'elle veut des personnes compétitives, des personnes qui sont intégrées dans l'entreprise et qui s'y sentent bien, donc ils ne vont pas baisser les salaires. Bien au contraire, plus on aura de revenus, plus on va dépenser, plus on dépense, plus le système économique est content. C'est aussi cette réalité qu'il faut prendre en considération. Je suis moins d'accord sur l'accompagnement social complémentaire. Je pense que le handicap, il doit être totalement sorti du système parce que c'est une autre problématique et que les personnes en situation de handicap ont besoin d'un accompagnement spécifique. Sur les aides sociales, du moins, les assurances sociales, telles le chômage ou les retraites, oui, c'est normal de complémenter. Par contre,
On peut aider temporairement, sur un délai maximum, par exemple de 3 ou 6 mois, une personne qui a un accident de vie et qui n'a pas de revenus et avec les 550 € ne pourra pas vivre, mais il faut que ça soit temporaire. L'idée, c'est pas justement de faire en sorte qu'on ait des personnes qui puissent être bloquées à la maison, c'est au contraire de leur permettre d'avoir des moyens complémentaires et de vivre plus dignement. Mais tout ça doit passer aussi par le travail, quitte à ce qu'il y ait une répartition du travail qui soit faite différemment. Je ne veux pas complexifier le débat et vous mettre en porte-à-faux, mais vous avez vu qu'il y a un décret sur la réforme de l'assurance chômage Tout à fait. qui est un peu contradictoire avec cette idée du revenu universel. Parce que d'un c'est pas le côté, on revenu toucherait universel. plus au revenu universel que si on était au chômage et on cumulerait les deux. Elle a reconnu qu'il y avait une petite erreur sur le calcul. Donc là, je pense qu'ils sont en train de modifier le système et tant mieux parce que là, il y a trop de pertes financières. L'assurance chômage, c'est l'accompagnement quand on n'a pas de travail pour retrouver du travail. Le revenu universel, on l'a quoi qu'il arrive, et ce qu'on disait tout à l'heure, qu'on ait 1 000 € par mois ou qu'on en ait 10 000, et après on fait un choix. Je rappelle que les familles moyennes sont beaucoup aidées par l'État, surtout pour la garde d'enfants et autres, et on oublie de prendre en considération le quotient familial. Le quotient familial aide beaucoup sur cette partie. Ouais, la politique familiale, qui est un élément d'ailleurs assez spécifique de notre modèle français, quand on le compare avec le modèle allemand, par exemple. Copié par exemple par les Luxembourgeois, qui font malheureusement pour une fois mieux que nous cette fois-ci. Comment vous vous situez? Parce qu'il y a un débat technique, il y a un débat philosophique. On est dans du complément, vous le fiscaliste, c'est-à-dire que ce revenu, entre 500 et 600 €, auquel viendrait s'ajouter indemnité chômage, ou retraite, ou emploi complémentaire. Ça pose pas de problème, je dirais, philosophiquement, ça? C'est un revenu stock, si vous le segmentez, par définition, il n'est plus universel. Donc il faut qu'il reste universel. Ça, c'est un débat qui divise la classe politique. D'accord. Mais si vous voulez, ce débat, à mon sens, c'est quand même un faux débat, puisque, comme je vous le disais, on distribuue déjà chaque année 740 milliards d'euros. Ouais. Donc, on est un pays qui distribue beaucoup. On est un pays qui redistribue beaucoup. Donc me dire aujourd'hui, non, il ne faut pas faire ça parce que finalement, ça revient à distribuer, à jeter l'argent par les fenêtres, c'est simplement reformater finalement le système. Je pose la question, Philippe Van Parijs, sur la relation au syndicat. Tout à l'heure, Ludovic Mendes, avec un peu d'humour, disait mais la CGT ne pourra plus manifester avec ce système de revenus. Enfin, la CGT soulève un débat sur la relation entre le travail et l'entreprise, le fait que l'entreprise ne soit qu'un des éléments des revenus du salarié, puisqu'il aurait en complément ce revenu universel. Et la CGT et d'autres syndicats, la CFDT d'ailleurs réfléchit, il faut être précis, à intégrer cette question du revenu universel, mais la CGT est très, très arc-boutée. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que c'est quand même un changement de paradigme, pour prendre un mot un peu galvaudé. Oui, mais donc je crois qu'il faut reconnaître, donc, et ça ne vaut pas seulement pour la France, que les syndicats dans l'ensemble sont soit sceptiques, soit hostiles, et seulement dans de rares cas favorables et parfois enthousiastes. En fait, quand le mouvement européen en faveur de cette idée est né, donc au milieu des années 80, c'était suite à un débat qui avait commencé aux Pays-Bas et où le fer de lance était le syndicat de l'alimentation de la principale confédération syndicale néerlandaise, mais qui avait cette particularité, d'avoir pour secrétaire général une femme, et d'avoir comme membres principalement des femmes et des travailleuses à temps partiel. En fait, il faut bien reconnaître qu'un revenu universel, c'est quelque chose qui ne sera pas particulièrement avantagé, qui ne fera guère de différence, en fait, pour les personnes qui ont un emploi stable, bien payé, à temps plein, et qui constitue, dans beaucoup de pays, le noyau des syndicats. Par contre, pour les travailleurs plus précaires, pour les travailleurs à temps partiel, et surtout globalement pour les femmes, cela fera une grosse différence en raison aussi du caractère strictement individuel du paiement de cette allocation. Donc, par exemple, les syndicats sont plus favorables à un système d'impôt négatif à la Milton Friedman, qui se traduit par une réduction de l'impôt, sous la forme d'un crédit d'impôt, pour le membre du couple qui travaille. Parce qu'à ce moment-là, ça donne l'impression que c'est par le travail que ce revenu rentre dans le ménage. Si on donne une allocation universelle strictement individuelle, mais au lieu qu'il y ait un crédit d'impôt pour monsieur parce que madame est au foyer ou parce que madame travaille à temps partiel, madame recevra l'intégralité de cette allocation. Ce qui fait que même au niveau des ménages, ça constitue une transformation. Oui, bien sûr.
Oui, même d'un point de vue sociologique d'ailleurs, parce que la personne bénéficie de cette somme, elle n'est pas défalquée de son imposition, mais elle la touche, donc c'est de l'argent sonnant et trébuchant. Je vous ai vu réagir sur les femmes précaires, parlons-en un instant, parce que c'est typiquement, entre guillemets, une des cibles. On parlait des étudiants, le Covid les a beaucoup impactés. Et les étudiants, on est d'accord, c'est étudiants, femmes précaires, qui eux disent aujourd'hui, certains sont au RSA, certains n'ont aucun revenu, donc seulement le revenu des APL, enfin des aides et de leurs parents pour la plupart. Ils ont perdu leur petit boulot. Ça, c'est typiquement la cible, étudiants et femmes précaires. Typiquement la cible, mais pas que. Alors, les familles monoparentales au sens le plus large possible, étant donné qu'aujourd'hui, on en a de plus en plus. Notre société évolue. On se marie moins jeune aussi. C'est un impact d'un point de vue fiscal. La question qu'on peut poser aussi, c'est est-ce que le revenu, du moins l'imposition, ne doit pas être individualisée derrière? C'est tout un sujet qui est à travailler. C'est vrai qu'on n'aura peut-être pas le temps sur 5 ans, mais je pense que si on se met quelques-uns autour d'une table, on finira par trouver quelque chose et faire le système rapidement. Mais il faut tout repenser. C'est-à-dire que là, on est sur un système, d'un point de vue philosophique, où on est sur de l'émancipation, et l'individu peut s'émanciper avec un accompagnement solidaire de l'ensemble de la société. Et cet argent, il vient en partie des impôts, il vient du système social, et il vient du capitalisme. Donc, c'est la redistribution de nos richesses. Je rappelle juste que la France... taxation, taxation ou de repenser le système fiscal, en fait, dans sa globalité, pour baisser justement l'impact sur le travail et permettre d'aller chercher l'argent là où il est disponible, en gros le capital. 743 milliards, c'est ce que vous disiez, de redistribution. Ça coûte combien ce revenu universel? Je dis bien universel, puisqu'on l'évoque, vous êtes à peu près d'accord sur cette question. Tout le monde ne l'est pas, mais quand on dit universel, c'est pour tout le monde. Sur une base de 500 €, ça coûte environ la moitié. Ouais, c'est ça, 360. 360. Oui. Mais ça veut dire que viennent s'ajouter 360 plus 743. On garde la redistribution, on retire quoi? Voilà. On supprime bien évidemment tout ce qui existe, niche fiscale et tout un tas d'avantages familiaux et d'avantages sociaux. Avantages familiaux. Bien sûr. Mais qui est quand même une politique très importante pour les femmes qui travaillent, pour... Oui, mais en l'état. Aujourd'hui, les personnes qu'on accompagne avec des chèques carburant, les chèques énergie et compagnie, c'est le même système. Et ce sont des aides à 20 ou 30 €, plus 20 et 30 par-ci par-là. En fait, des fois, il faut vraiment une assistante sociale à part entière ou un assistant social à part entière pour comprendre le système. Et même elles ou eux, parfois, sont débordés, parce qu'on accompagne, nous, in fine, des citoyens qui ont des difficultés, qui ne savent pas qu'ils ont des accompagnements sociaux, qu'on peut accompagner sur le paiement du gaz et l'électricité. En fait, il y a des méconnaissances malgré tout ce qu'on existe. Il faut simplifier le système. C'est ce qui pose souvent problème en France, c'est qu'on a énormément de choses, on ne le sait pas, ou alors on pense que les autres ont droit et on n'a pas le droit, alors qu'on a des droits. Il suffit d'aller les chercher là. Si on simplifie, tout le monde a les mêmes droits. Il n'y a plus de guerre entre les riches et les pauvres, c'est aussi une réalité. La question qui est posée, on n'aura pas le temps, on a un tout petit peu de temps pour y répondre, c'est, on a évoqué ce chiffre, une fourchette de 500 à 600, avec combien on vit? Parce que c'est la question. Il y a la question du reste à vivre, et puis avec combien on est capable de vivre. Vous me disiez sur le plateau qu'avec entre 500 et 600, on ne peut pas. Il faut qu'il y ait un complément, c'est impossible. C'est le strict minimum. C'est vraiment le minimum vital. On est bien d'accord là-dessus. On est d'accord. C'est pour ça que l'argument qui consiste à dire c'est une incitation à la fainéantise, je ne suis absolument pas convaincu par cet argument. Non. Que voulez-vous faire que vous ne pouvez pas vivre avec 5 ou 600 € par mois? Même à deux. Ça vous permet vraiment de couvrir le strict nécessaire. C'est ça. Donc ça veut dire qu'il faut accepter l'idée qu'à côté de ce revenu universel, il y ait un complément venu du travail, venu des allocations chômage. Vous êtes d'accord? Bien sûr, bien sûr. Donc ça veut dire un coût total, j'imagine que vous ne l'avez pas évalué, mais si c'est 343 milliards le coût de ce revenu universel, il faut couper quoi et réduire de combien? Pour arriver dans la même enveloppe, excusez-moi, parce que l'argument politique, ça va être de dire mais les impôts vont monter. Non, les impôts ne vont pas forcément monter. Après, on peut, je vois qu'on n'a plus trop le temps, mais on pourrait reparler après de la refonte du système fiscal, avec la microtaxe sur les transactions, la suppression de l'IR et des prélèvements sociaux, la suppression des impôts de production. Je vous dis, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment un mouvement d'ensemble. C'est une révolution totale. Vous êtes d'accord, on met tout à plat, mais vous n'avez pas eu le temps de le faire. Non, mais vous avez subi des crises, on n'a vraiment pas le temps. Les gilets jaunes. Et malgré tout, on a quand même essayé de faire évoluer les systèmes le plus vite possible, mais on n'avait pas le temps de mettre tout ça à plat. Et c'était pas non plus dans notre logique de campagne de départ et d'engagement. On a proposé un revenu universel automatisé, entre guillemets. C'est l'aile gauche des macroniens, c'est ce qu'on dit. Non, pas que, parce que les libéraux, ils pensent beaucoup. Alors, on a parlé de Milton Friedman, mais les libéraux aussi. Alors, part du principe que si on donne un montant, il faut enlever tout le reste. Là, c'est philosophique. Quand on parle de handicap, il y a une philosophie derrière, il y a un accompagnement. Les libéraux, c'est on donne cette somme, mais après, on ne revient pas sur les autres. Et eux voulaient enlever le chômage, tous les accompagnements. Je pense que ces accompagnements-là, c'est des assurances complémentaires. Il faut les maintenir. Ça permet de limiter les impacts de la vie sur l'individu.
surtout pour les personnes qui cotisent. Est-ce que c'est un C'est pari sûr. et un investissement pour l'avenir? Est-ce que c'est un impact social qui grève pense qu'on n'aura l'économie pas d'un le choix. pays? C'est un sujet qu'en tout cas vous avez posé sur la table, Jean Castex. Vous lui avez écrit. Je voulais remercier, parce que ce débat est passionnant, parce qu'il descend très très profondément finalement dans les structures du pays, dans son organisation politique. Je voulais remercier Philippe Van Parijs pour ou contre le revenu universel. Je voudrais citer Guillaume Allègre, avec lequel vous avez coécrit ce livre aux éditions PUF. Je voudrais évidemment remercier... Si je peux vous corriger, donc le livre en question, c'est un livre que j'ai publié. Là, c'est simplement un petit recueil d'essais, mais le livre s'appelle « Le revenu de base inconditionnel », qui est la traduction française publiée à la découverte d'un livre que j'ai publié chez Harvard University Press en 2017 et qui a été publié aussi en chinois, en russe, etc. depuis lors. Et donc, c'est « Le revenu de base inconditionnel » publié à la découverte, qui est un peu une synthèse de toute la discussion internationale sur ce sujet dans ses dimensions historiques, politiques, économiques et philosophiques. Aux éditions de la découverte. Vous voyez, j'avais la mauvaise couverture, donc je ne pouvais pas évidemment faire un lancement idoine. Voilà, on sait tout, la découverte, vous êtes lu dans le monde entier, donc Philippe Van Parijs. Merci d'être venu, philosophe économiste. Frédéric Douet, professeur de droit fiscal. Alors, à Rouen, Normandie, parce que vous avez vu, j'ai oublié Normandie, je ne voudrais pas vous faire taper sur les doigts à l'université. Votre livre, parce qu'il est sorti au printemps, c'est le petit manuel antifiscal. Anti-manuel de psychologie fiscale. Voilà, alors petit manuel, anti-manuel de psychologie fiscale. Il n'est pas facile votre titre, hein, mais il est intéressant parce que ça nous permet d'avoir un peu une connaissance d'un sujet qui finalement est assez loin de nous, qui est assez technique. Et puis merci à Ludovic Mendes, l'un des auteurs de cette lettre envoyée à Jean Castex, député LaREM de Moselle. C'est pas tout à fait fini, restez avec nous, on va s'intéresser dans Fenêtre sur l'emploi à une association qui milite en ce moment même, hein, elle est dans une grosse campagne pour inciter les femmes, les jeunes femmes à devenir entrepreneuses. Bah oui, parce que voilà, prenez votre destin en main, vous les femmes, les filles, pour monter votre boîte, et on en parle tout de suite. Fenêtre sur l'emploi, développer l'esprit entrepreneurial des jeunes filles. C'est votre combat, Béatrice Vianney-Galvani. Vous êtes déléguée générale de 100 000 entrepreneurs. Alors moi j'ai mis entrepreneurs sur ma fiche, mais c'est 100 000 entrepreneuses ou entrepreneuses ? Alors, nous, on dit entrepreneurs, mais 100 000 entrepreneurs est à la fois masculin et féminin. Non, alors vous n'êtes pas dans l'écriture inclusive, vous l'aviez fait avant ça. Exactement. Il va falloir peut-être changer le titre, non? C'est 100 000 entrepreneuses. Alors, nous, ça pourrait être 100 000 entrepreneurs et 100 000 entrepreneurs heureux. Donc, il y a des hommes et il y a des Exactement. femmes, puisque vous poussez, évidemment. Racontez-moi cette aventure. Vous êtes avocate, par ailleurs, hein, vous avez aussi à côté de formation. Quel est l'esprit de cette association? Quel est l'esprit et quelle est la mécanique? Vous êtes en fait une campagne en ce moment, hein, jusqu'au 26, donc ça s'est terminé très récemment. Récemment, vous avez une semaine. Qu'est-ce que vous avez fait concrètement? Vous vous êtes déplacé? Vous êtes allé où? Alors, déjà, 100 000 entrepreneurs, nous, on est une association qui transmet l'esprit et l'envie d'entreprendre aux jeunes. Donc, on fait intervenir des entrepreneurs dans les collèges, lycées, dans le supérieur, à partir de la 4e jusqu'au supérieur. Et on a effectivement mis en place une grande campagne pour l'entrepreneuriat au féminin. Et en fait, depuis 8 ans, notre association, elle milite pour la promotion de l'entrepreneuriat féminin. Donc, la campagne qu'on a faite c'était au mois de mars, en fait, pendant tout le mois de mars. En fait. Du 8 au 26. Exactement. Et on a permis, en fait, à plus de 1300 femmes entrepreneurs d'aller à la rencontre de plus de 30 000 jeunes. Et ça s'est fait dans les collèges, dans les lycées. C'est vraiment une grande campagne. Dans les classes. Exactement. Ça, c'est une petite révolution, si je peux me permettre, parce qu'il y a souvent eu un hiatus entre le monde éducatif et le monde de l'entreprise. C'est quand même intéressant de faire rentrer l'entreprise et de le faire rentrer par le spectre aussi d'un discours en direction des femmes et des filles. Oui, tout à fait. C'est vrai que quand l'association a démarré, c'était il y a 13 ans, c'était alors très compliqué de pouvoir rentrer dans les écoles. Mais comme on le fait sous le prisme de l'esprit d'entreprendre, en fait, finalement, c'est beaucoup plus, je dirais, lisible que faire rentrer l'entreprise dans l'école. Et voilà. Et du coup, c'est vrai que cette campagne, elle a pris beaucoup d'ampleur.
Alors, on avait cette année des contraintes sanitaires, donc on a fait juste des formats simples, une entrepreneur dans une classe, et on a exclu un peu les formats conférences, les formats forums d'entrepreneurs. Mais c'est vrai que grâce à toutes ces contraintes qu'on a pu respecter, on a pu le faire vraiment massivement avec une adhésion des enseignants et des entrepreneurs. Quels sont les chiffres, les pourcentages? Parce que c'est vrai que on dit souvent que c'est un métier d'homme, l'entreprise, et vous démontrez le contraire, puisque c'est quoi les chiffres, c'est quoi les proportions? Il y a plus de patrons que de patronnes, on est d'accord? Oui, tout à fait. En fait, les chiffres, ils évoluent peu, et aujourd'hui, on a 30% de femmes entrepreneurs, et ces chiffres, malgré tout ce qui est fait aujourd'hui pour que ça change, ils évoluent peu. Alors après, il faut voir aussi dans certains secteurs, elles peuvent être surreprésentées dans les services et totalement sous... Exactement. Là où finalement, dans notre éducation, on les attend le plus. Tout ça, c'est aussi des sujets... Il y a plein d'entreprises qui viennent rechercher des femmes dans la tech, qui se plaignent de ne pas avoir assez de femmes dans la tech. Il y a un vrai sujet sur la tech. Voilà, sur la technologie. Qu'est-ce que vous disent ces jeunes filles, ces jeunes élèves, quatrième, vous évoquiez quatrième, jusqu'au lycée? C'est quoi leur réaction? Elles disent, moi, c'est pas pour moi, je suis pas capable. J'imagine qu'il y a comme ça un frein, comme ça un peu culturel. Il y a une vraie autocensure. En fait, les jeunes filles, très souvent, elles ont une autocensure quand il s'agit de faire les premiers choix d'orientation. Elles vont là où on les attend. Elles osent finalement, elles ne prennent pas de risques. Et ça, on le retrouve ensuite, plus tard, au moment de la création d'entreprise. Les femmes ont manque de confiance et du coup, elles osent moins se lancer. Du coup, nous, c'est vrai qu'en amont, on va les voir. Le fait d'avoir des rôles modèles féminins qui viennent les voir, ça permet aux jeunes filles de s'identifier et on va leur dire, vous pouvez entreprendre, vous pouvez porter votre projet. Et alors, on est à la fois sur la création d'entreprise, mais on est aussi sur le fait de porter ses projets de vie. Si vous avez des passions, des talents, allez-y, ne vous mettez pas de frein. Révélez-vous. Révélez-vous, prenez des risques. Et si vous échouez, vous rebondirez, vous apprendrez de vos échecs et vous irez plus loin. Oui, donc c'est au-delà même de savoir positif. si on crée une SARL, c'est aussi une philosophie intérieure de se dire, Tout à prenez fait. votre destin en main. N'ayez pas peur, allez là où vous avez envie d'aller, essayez pour le moins. C'est 1,5 million de personnes, de jeunes, alors garçons et filles évidemment, ce sont des classes mixtes qui ont été sensibilisées. Est-ce que vous avez déjà un peu de recul, parce que vous avez été créé en 2007, est-ce que vous avez des filles, des femmes maintenant qui vous disent c'est parce que une entreprise, une femme est venue m'expliquer et depuis j'ai ma boîte? On a effectivement des retours. On a des jeunes filles qui viennent nous voir et qui nous disent, moi j'ai osé créer ma boîte parce que j'ai fait une rencontre. J'ai fait une rencontre avec une femme qui m'a inspirée et c'est ça qui a provoqué le déclic. C'est ça en fait ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'on essaie de changer des vies en provoquant des déclics dans les esprits, en leur disant mais en fait pourquoi pas moi, entreprendre je peux le faire. Et on a ces retours et c'est toujours formidable quand on a des jeunes qui viennent nous voir, jeunes ou moins jeunes. D'un mot sur l'esprit d'entreprise, parce qu'il y a eu plusieurs débats depuis 20 ans sur les Français, les jeunes notamment, quand on les interrogeait. Je me souviens de sondages il y a une quinzaine d'années qui disaient je voudrais devenir fonctionnaire, avoir un emploi protégé. J'ai le sentiment que ça bouge, qu'il y a aujourd'hui, comme ça, chez les jeunes Français, l'envie d'être libre, créateur d'emplois, créateur d'entreprises. Vous le ressentez, ça ? Oui, tout à fait. C'est vrai qu'en 2007, quand on a été créé, 1 jeune sur 2 voulait devenir... la sécurité de l'emploi. Voulait rentrer dans la fonction publique. Et aujourd'hui, c'est en train de changer, mais le monde évolue. Après, c'est vrai que les jeunes veulent de plus en plus créer leur entreprise, mais il y a quand même des sujets sur lesquels il faut s'atteler. C'est ce qu'on fait chez nous. Le sujet des femmes, mais aussi le sujet des jeunes des quartiers, parce qu'il faut aussi aller les voir en leur disant, mais créez l'entreprise qui vous ressemble, vous aussi, vous pouvez y aller. Tu es capable de le faire. Voilà, vous êtes capable de le faire. Tu as l'énergie pour le faire, tu peux le faire. Et chez les jeunes femmes aussi. Beaucoup d'énergie. Ils ont beaucoup d'énergie. Merci d'être venu. Si on veut... alors, la campagne est terminée, ça s'est terminé le 26, du 8 au 26. Vous relancez une session, comment ça se passe? J'imagine que vous êtes en permanence à la rencontre ou peut-être même à la recherche de chefs d'entreprise. Alors, on est toute l'année à la recherche de chefs d'entreprise, puisque en fait, on fait des interventions dans les collèges et les lycées toute l'année. Mais ce qu'on a fait aussi sur le sujet de l'entrepreneuriat féminin, on a lancé une campagne qui s'appelle Entrepreneur même pas peur, et qui cette fois, elle, a lieu toute l'année, et c'est une continuité par rapport à nos semaines d'entrepreneuriat féminin, parce que en fait, c'est une campagne de communication qui utilise les codes de la génération Z pour les mettre en mouvement. Et donc, on a des challenges, on a des tutos pour leur donner des conseils. Et ça, c'est toute l'année. Et on essaie de leur dire, maintenant, allez plus loin.
000 entrepreneurs avec un s.com qui 100 000. Oui, mais qu'est-ce que je dis? C'est notre ambition. C'est 100 000 entrepreneurs.com. Allez sur le site pour bien vous faire prendre par la main, être accompagné aussi dans vos choix, puis prendre contact peut-être directement avec 100 000 entrepreneurs. Et puis entrepreneur, même pas peur.fr, qui est une expression de Jones, voilà, pour attirer les Jones. Merci Béatrice Vianney-Galvani, déléguée générale de 100 000 entrepreneurs, mais qui implique entrepreneuse aussi. C'est l'entrepreneuriat au féminin. Merci d'être venu sur notre plateau. C'est déjà terminé. Oui, c'est comme ça. On se retrouve demain, évidemment. Merci à Fanny Griesmer, merci à Pauline Gratel, merci à Romain Luc à la réalisation, merci à Alex au son et merci à Margot pour l'accueil invité. Voilà, j'ai été complet. C'était un plaisir de vous retrouver. Je vous retrouve demain, évidemment, en direct. Venez nombreux et je serai là. Bye bye.